Mesdames et messieurs, bonjour ou bon matin, serais-je tenté de dire, puisque vous avez eu le courage, je vous en remercie, de venir à 9h30 pour assister à la masterclass de Céline Cloarec. Alors c'est une rencontre autour d'un métier qu'on tient à instaurer dans le festival, parce qu'on parle toujours des réalisateurs, on parle toujours des acteurs, mais ils ne sont pas seuls à faire des films. Ils ont des collaborateurs importants, et parmi ceux-ci, il y a les monteurs, puisque souvent les réalisateurs disent que le montage, enfin pas souvent, tout le temps, que le montage est une véritable étape d'écriture d'un film. Il y en a trois, qui sont tout simplement l'écriture même, le filmage et le montage. Et donc pour nous expliquer un peu ce qu'est le montage, un peu ou beaucoup, en fonction, on va voir, nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous ce matin Céline Cloarec. Bonjour, merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de monde à 9h30. Elle pensait qu'il n'y aurait que camarades Que du mes jury. camarades de jeu. Et encore ceux qui se sont réveillés. Céline, je vais tout simplement reprendre le programme, parce qu'après tout, il n'est pas si mal fait. Qu'il a fait. C'est pour ça que je me permets de le dire. Pour revenir déjà sur ce qui t'a amené à être monteuse. Mais c'est quoi l'origine? Parce que souvent, quand on aime le cinéma, on pense à en faire, on pense à réaliser ou à jouer, encore une fois, acteur, réalisateur, mais pas spécialement à être monteuse. Quand on est petite fille, on ne dit pas, tiens, plus tard, je serai monteuse. Non, mais je ne me suis jamais dit non plus que je serais actrice ou réalisatrice. Donc tout va bien. Voilà, donc tout va bien. Non, en fait, tout simplement, effectivement, j'avais envie de faire du cinéma, mais c'est vaste. Je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc voilà, après le bac, j'ai fait une fac de cinéma. Tout simplement, où on a des cours de cinéma, d'analyse de films, de culture de cinéma. Et à l'intérieur, on a des petits ateliers de courts-métrages, enfin voilà, et ça permet de tourner un petit peu à tous les postes. Et clairement, il s'est avéré que le montage était une évidence. Enfin, je ne trouvais pas ma place sur un tournage. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais amener. Enfin, si tant est que je puisse emmener quelque chose au montage, mais en tout cas, sur le tournage, j'avais pas de. Je m'étais dit, ah mince, en fait, peut-être que c'est pas pour moi. Finalement, le cinéma, qu'est-ce que je pourrais faire? Et est arrivée donc l'étape de montage. Et là, je me suis dit, mais c'est super, en fait, on a plein d'images, on peut faire plein de choses, on peut essayer plein de trucs. Et voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à faire plein de choses de montage. Enfin, mes camarades étant plus attirés par le tournage, ça tombait très 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 bien. Et voilà. Et après, du coup, je me suis orientée vers un BTS audiovisuel à Bayonne. Donc voilà, j'ai une petite pensée particulière pour le Pays Basque, qui maintenant a déménagé à Biarritz, mais à l'époque, il était à Bayonne et j'en ai des très très grands souvenirs. Enfin, c'était super, super, super. Et voilà, du coup, c'était une chose un peu plus technique, le BTS, tout en continuant à avoir des cours de cinéma, d'analyse, autant filmique que théâtre, que exposition, enfin voilà. Et fort de tout ça, je suis montée à Paris, comme on dit quand on est du Sud, ou d'un autre endroit qui n'est pas forcément de Paris. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tenté de faire d'appeler des monteurs, des assistants monteurs. Enfin, grâce au BTS, j'avais fait un stage en laboratoire à Éclair. Maintenant, il n'existe plus ce laboratoire, feu laboratoire Éclair. Et du coup, il y avait encore de la pellicule à l'époque quand moi j'ai commencé, et c'était magique de voir toutes ces petites ouvrières qui travaillaient la pellicule. Enfin, c'était vraiment un côté manuel très intéressant. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister à des projections de travail avec des monteurs et des réalisateurs, parce qu'à l'époque, on faisait des projections au labo. Et j'ai demandé le numéro de téléphone des assistantes et des monteuses, et je les ai recontactées ultérieurement. Et de fil en aiguille, elles m'ont donné des numéros, et j'ai rencontré des monteurs, des assistantes, et je me suis retrouvée à travailler en pellicule au tout début. Ma première expérience de travail, c'était recoller les copies de travail, enfin le 35 mm. Donc je passais ma journée à scotcher et déscotcher la pellicule, parce qu'au début, le montage, il y avait du virtuel, bien sûr, mais on faisait des copies de travail.
Et en fait, ce que la monteuse faisait sur l'ordinateur, les assistants le reportaient physiquement sur de la pellicule. Et la pellicule, quand elle est projetée dans un projecteur de cinéma, avec la tension, des fois le scotch qui fait les collures s'écarte un petit peu. Du coup, il y a du jour à chaque collure et c'est désagréable. Donc c'est pour ça qu'on recolle. Voilà. Et un assistanat passionnant. Ah, c'était génial. Non, mais vraiment, ah oui, vraiment. Ah, non. Au début, on se dit oh là là. Mais après, comme on est inclus dans l'équipe montage, du coup, on assiste excusez-moi. Une petite biche vient de passer. Un petit temps, j'ai passé. Un petit fan. Voilà. Non, c'est vrai que le côté scotch, c'est pas très intéressant, mais c'était intégrer une équipe, ce que maintenant on a moins, et c'est vraiment... c'est compliqué pour la transmission du métier et tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait stagiaires, assistants et monteurs, et du coup, on assistait à toutes les étapes de post-prod et les étapes de montage. Donc c'était intéressant. Et voilà. Et après, j'ai enchaîné des stagiaires où on faisait des projections de rush le soir, images et sons, on synchronisait. On voyait le soir les rushs avec toute l'équipe. C'est quoi les rushs ? Pardon, excusez-moi, j'utilise un petit jargon. Les rushs, c'est les images qu'on récupère du tournage. Et on a l'image d'un côté, le son de l'autre, et l'assistant, le stagiaire, synchronise avec un clap. C'est pour ça qu'il y a un clap. Enfin, pas que pour synchroniser, mais voilà. Ça compte beaucoup. Voilà, mais ça compte beaucoup. Et de fil en aiguille de stagiaire, je suis devenue assistante. Et au bout d'un certain temps, l'assistanat, j'avais l'impression, pas d'avoir fait le tour, mais c'est toujours très, très frustrant de tout préparer pour une monteuse et et après, c'est plus à vous de jouer. Donc, c'est un peu... voilà, oui, c'est ça. Souvent, les assistants sont ceux qui préparent toute la matière pour qu'après, le monteur puisse faire joujou. Exactement. Mais en même temps, on apprend beaucoup. Moi, j'avais une monteuse qui était super et qui, en fait, me faisait monter en parallèle des séquences. Elle les montait et souvent, on confrontait nos deux versions et elle m'expliquait pourquoi des choses étaient intéressantes ou pas, ou si je m'étais fourvoyée dans la séquence. Et c'est comme ça que j'ai appris, parce que justement, on avait une équipe de montage où l'assistant était tout le temps là et on pouvait suivre ce que faisait la monteuse. Et comme on faisait des sorties, des choses, on voyait toutes les versions de montage et toute l'évolution du film. C'est hyper enrichissant. Moi, j'ai adoré mes années d'assistanat. Voilà. Il y avait une grosse différence entre ce que tu apprenais sur le terrain et ce que tu avais appris à l'école. Ah ben oui. Le jour et la nuit. Oui, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu vrai, parce que à l'école, on nous raconte des histoires de montage. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des règles et pas des règles. Mais en fait, une fois qu'on a les images, il faut se débrouiller avec ce qu'on a et avec la personne avec qui on est, les réalisateurs, comment gérer les angoisses, gérer les doutes des uns et des autres. Et puis, c'est une phase où on n'est que tous les deux, souvent, et c'est toujours un peu... c'est une phase longue. C'est une phase longue. On passe plus de temps avec son réalisateur que son compagnon. Donc, des fois, c'est très intense dans le travail. Et voilà, et on passe par toutes les phases. C'est-à-dire qu'au début, on est très enthousiaste, c'est super, le film se forme, puis du coup, on a des doutes, puis finalement, il y a des choses qui marchent moins bien, et voilà. Et oui, je ne sais pas ceux qui... Tiens donc, ça revient. Ceux qui étaient... ça recommence. La masterclass de Catherine Corsini, mais elle expliquait que sur un film, enfin, elle passait son temps à aller au montage, à regarder des images, à dire c'est de la merde et à repartir parce qu'elle était complètement frustrée par son alors, film. Quand le réalisateur vous dit c'est de la merde, ben là on se dit super, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on essaye des choses, on essaye de proposer, on essaye toujours de chercher ce qui est mieux pour l'histoire et surtout d'essayer de comprendre le film qui est dans la tête des réalisateurs. Et c'est ça qui est très compliqué, je trouve, parce que voilà, c'est la subtilité de la relation avec le réalisateur. C'est que le réalisateur a son film dans la tête plus que le monteur.
Et c'est à nous parce que des fois les réalisateurs sont pas toujours très clairs sur les enfin si ils sont clairs sur les intentions qu'ils veulent faire, mais ils sont pas toujours les mots pour où ils savent pas pour ou exprimer ça. pour exprimer, ou voilà, quand ils sont pas contents, s'ils s'en vont, bah qu'est-ce qu'on fait nous derrière. Donc voilà, non, il faut rebondir, chercher toujours chercher à remonter, et faire des propositions. C'est quoi les étapes? C'est-à-dire, il y a lecture du scénario avant, il y a lecture du scénario, puis après, il y a ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire vous visionnez toutes les images, et puis après, enfin, vous travaillez la matière? Alors généralement, moi, c'est ce qui m'est arrivé la plupart du temps. Je commence en parallèle du tournage. Donc, du coup, je récupère les images au fur et à mesure qui ne sont pas forcément dans l'ordre du scénario, qui sont dans l'ordre du tournage. Donc, je monte des petites séquences. Mais effectivement, l'étape la plus importante pour moi, et c'est celle que j'aime le plus, enfin, pas que, mais vraiment, c'est la découverte des rushs, c'est le dérushage, comme on dit. C'est-à-dire qu'on visionne tout, mais même les prises cut, même les ratés, même les répétitions, enfin, on voit tout. Alors évidemment, il y a des prises cerclées qui nous guident sur les intentions des réalisateurs. C'est quoi une prise cerclée? Une prise cerclée, excuse-moi. Non, mais t'as raison, Patrick. Pardon. Alors, une prise je suis cerclée, votre voix. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main. Une prise cerclée, en fait, c'est une prise qui a été retenue sur le tournage par le réalisateur, enfin, qui, à ce moment-là, pense que la prise est bien, enfin trouve qu'elle est bien, qu'on est arrivé à quelque chose. Comment ? Oui, il veut la garder, exactement. Et souvent, il y en a plusieurs, voilà, sauf quand des fois elle est doublement cerclée. Donc là, c'est très, comment dire, on explique bien que c'est celle-là qu'il faut monter. Oui, et pas une autre. Et pas une autre. Mais c'est pas pour ça que, enfin bon, bref, qu'on garde celle-là à la finale. Mais en tout cas, dans un premier temps, moi, c'est un guide pour moi, parce que je ne suis pas sur le tournage, donc je ne sais pas ce vers quoi il va tendre. Et moi, de regarder tout ce qui a été tourné, de toutes les prises, ça me permet de voir l'évolution de ce que veut le réalisateur. C'est-à-dire que s'il y a 8 prises, je regarde les premières, comme il refait faire, outre les trucs techniques qui ne vont pas, ou je ne sais quoi, les placements de caméra. En fait, moi, c'est une première lecture hyper intéressante, parce que je me dis, voilà, tiens, cette prise, moi que je trouvais pas mal, finalement il a refait faire. Donc pourquoi il a refait faire ? Du coup, je regarde celle qu'il a cerclée, j'essaie d'analyser enfin, bon, des fois c'est une évidence, c'est mieux au jeu, ou voilà, mais du coup ça me permet de rentrer dans le film, dans les rushs, dans la tête du réalisateur, si on peut dire qu'on rentre dans la tête d'un réalisateur, mais c'est hyper important pour moi, ces étapes-là, et surtout de voir tout ce qu'il y a dans tout ce qui est possible de faire, et enfin, voir toute la matière, les petits regards, les avant le clap. Des fois, les comédiens sont concentrés, du coup, on peut avoir un petit regard qui est intéressant. C'est tout brut de décoffrage, je ne sais pas forcément ce que je vais faire de ce petit regard, mais quand je l'ai vu, ça m'a touchée, donc je me dis, tiens, je le note sur mon petit cahier. Je note ça, et après je fais une espèce de sélection, entre guillemets. Donc je mets bout à bout les petits moments que j'aime bien, les prises, les petits regards, où j'annote sur mon scénario, où j'annote sur ma machine. Et après j'assemble cette séquence. Alors généralement, dans un premier temps, je fais ce qu'on appelle un ours. C'est-à-dire que je prends tout, enfin je prends l'entrée de champ, la sortie de champ, enfin je prends tout ce qui a été tourné, je prends toutes les valeurs de plan, que ce soit large, serré, enfin tout ce qui est proposé, pour avoir une vision un peu d'ensemble de la séquence, de ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Alors après, évidemment, on va peut-être pas garder tous les plans, on va peut-être faire juste un plan séquence ou juste rester en serré, mais en tout cas, dans un premier temps, j'aime bien avoir tout ce qu'il y a sous la main. Et voilà, et j'avance comme ça, séquence par séquence par séquence. À la fin, quand j'ai tous ces petits bouts par-ci par-là, j'assemble dans l'ordre du scénario dans un premier temps, parce que je suis assez fidèle au début à ce qui est écrit. Oui. Et fort de tout ça, nous avons ce qui s'appelle un ours. Voilà, où vraiment le film peut durer par exemple sur L'amour flou, on avait un ours de 3h15. Voilà, donc on s'est dit, bon, 3h15 de film, ça va peut-être pas le faire. Vous voulez... Oui. Oui.
Des possibilités, oui, de la souplesse, oui. Oui, mais le montage, c'est pas une question de rapidité, parce qu'en fait, le montage, ce qui est important, c'est le temps. Enfin, le numérique, on peut très vite avoir une première version de montage, très très vite, mais moi, j'ai besoin d'un temps pour digérer les images que je vois, l'histoire que je raconte. Enfin, alors que je trouve, alors je vais peut-être être old school, mais en pellicule, comme on faisait une coupe physique avec un ciseau, enfin une presse, on réfléchissait quand même des fois peut-être un peu plus avant de faire la coupe qu'en numérique, on fait des pommes Z. Comme on réfléchissait plus à ce qu'on filmait. Peut-être. Mais ça, c'est pas mon domaine. Donc voilà, du coup, le numérique, certes, on peut très vite avoir une version vide de montage, un ours, une réflexion de travail, mais après, le montage, c'est du temps. Enfin, c'est toujours compliqué déjà d'avoir du temps, aussi quand on a 10 semaines, 12 semaines, ou encore moins, ou plus. Il faut s'arrêter à un moment T, de toute manière. Le montage, on a toujours envie de remonter. Moi, quand je revois les films sur lesquels j'ai travaillé, des fois, je me dis, oh là là, mais pourquoi on a fait ça? J'aurais remonté, enfin voilà, bref. C'est incessant, mais il faut avoir une deadline quand même pour pouvoir... sinon, on s'en sort pas. Enfin, c'est ça, c'est l'avantage et le désavantage du numérique, c'est-à-dire qu'on pourrait ne jamais s'arrêter. C'est ça. D'ailleurs, on voit certains réalisateurs qui font la première version. Enfin, là, il y a Coppola qui vient de ressortir une énième version d'Apocalypse Now. C'est la 3e version qui fait du film en 40 ans. Donc maintenant, c'est censé être la définitive, mais bon, voilà. Et c'est vrai que le numérique permet ça. Vous pouvez monter une scène, si tant est que vous ayez un peu de matière, oui, vous pouvez la monter à l'infini. À l'infini, et puis à chaque fois des points de vue différents, parce que c'est ça aussi le montage. C'est déjà... Enfin, je reprends. Juste quand on a fait un ours... En fait, on regarde avec le réalisateur. Généralement, il n'est jamais là à cette étape-là. Enfin, moi, je préfère pas. Après, évidemment, le réalisateur n'est jamais exclu de la salle de montage, mais j'aime assez ce moment seul face aux images et me raconter moi ma propre histoire en adéquation évidemment avec le scénario, mais de me faire mon propre petit chemin et de ne pas être influencé par dans un premier temps, j'aime vraiment travailler, faire cette première proposition que je montre au réalisateur après en prévenant évidemment que c'est un ours et que évidemment on va retravailler ensemble, parce que des fois on a aussi des mauvaises surprises après l'ours. Les réalisateurs sont pas toujours contents, mais voilà, donc voilà, mais après ça c'est que du travail, c'est du montage, et justement on discute de cet ours et on essaie de se dire vers quoi qu'est-ce qu'on va raconter dans ce film, et même si évidemment on a la trame scénaristique, mais moi je lis le scénario une première fois et après j'avoue je suis pas, je me colle pas au scénario. Enfin, je prends les images et après on fait l'histoire, quoi. Alors il y a l'histoire de base et ce qui m'a touché dans un scénario. Évidemment j'ai envie de le revoir à l'image, mais le scénario je le lis et voilà. Est-ce que la mise en scène, les intentions de mise en scène, vous en parlez avant le montage? Parce qu'un réalisateur qui va faire un film en 5 plans séquences, c'est forcément pas le même réalisateur qui va... alors un plan séquence, c'est un plan qui dure longtemps, donc on ne coupe pas, on filme, on décide que voilà, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Et un réalisateur qui va surdécouper, c'est-à-dire qu'il va faire la scène, va y avoir tous les plans, 10 angles, 20 angles de caméra différents. Donc c'est forcément pas la même chose. Donc est-ce que ces intentions de mise en scène, vous en parlez avant avec les réalisateurs? Alors ça dépend comment on est amené sur les projets. Quand on ne connaît pas les réalisateurs, généralement on arrive après leur découpage technique. Donc voilà, mais moi j'ai la chance d'avoir une réalisatrice avec qui je travaille depuis quelques projets là ensemble, et c'est vrai que là sur son dernier film par exemple, on se posait des questions de comment qu'est-ce qui serait plus utile à ce moment-là du film, parce qu'en fait elle a tourné en plusieurs petits bouts, donc du coup on avait déjà travaillé, monté des choses ensemble, et après elle a été finir de tourner des éléments, mais du coup on en discute un petit peu, ouais, quand même. Est-ce qu'on rentrerait dans le concret? Exactement. Alors la réalisatrice en question, c'est Audrey Strugo. D'ailleurs, on va juste finir sur ton parcours. Le premier film, c'était Une histoire banale. Une histoire banale d'Audrey Strugo qu'on a présenté ici. C'était un
gros succès. Enfin, je me souviens d'une standing ovation dans la salle. Gros succès Donc, à c'est la- Saint-Jean. Mais Oui, hélas. Donc, la rencontre avec Audrey Estrugo. Et là, vous en êtes à... c'est le 3e film que vous faites ensemble, on a 4e? fait 4e, oui. Ouais. Et on a fait une série, oui. Oui, parce qu'il y a une série Héroïne dont vous allez voir aussi un extrait. Alors là, Céline a amené quelques extraits pour essayer de vous expliquer quelques étapes importantes justement du montage. On va commencer par un extrait de L'amour flou. Parce qu'en plus c'est frais, je pense, dans vos esprits. On l'a découvert, on s'en souvient, l'an passé. Tu le disais, il y a eu un premier ours de 3h30 et là on va voir une séquence de psy et après tu nous expliqueras ce qui s'est passé au montage sur cette scène. On la regarde. C'est plus possible. Ça peut plus continuer comme ça. On va finir par se détester. Je vois bien comment je l'agace. Le moindre détail. Tout ce que je suis, en fait. Il peut plus me supporter. Moi non plus, d'ailleurs, je peux plus le supporter. Mais je sais même pas faire le diagnostic, vous voyez. Puisque, enfin, comme on dit, le diable gît dans les détails. En fait, je comprends bien que c'est le quotidien qui nous a tués, Puis c'est n'importe quoi, on essaye de pas faire de mal aux enfants, mais ça fait 1 an que je dors dans la chambre de ma fille. Pour eux, ça veut rien dire, ça doit être tellement confus. Papa et maman sont plus des amoureux, mais on reste là. Ça fait 2 ans. Rien ne se passe, quoi. Tout est inerte. Puis du coup, ça fait comme une banquise entre nous, là. Ça fait un froid. Avec nos 2 enfants posés dessus, quoi. 2 petits pingouins posés sur notre banquise. J'avance, hein. On a mis la maison en vente, c'est déjà énorme. Mais on a très peu de visites. Hein. Mais si je la vends, qu'est-ce qu'on va faire après? J'arrive tellement pas à imaginer Philippe dans un appartement minuscule, et moi avec les enfants ailleurs. J'ai l'impression que je vais leur faire une blessure qui s'en ira jamais. Que je leur prends ça, que je leur arrache ça, la beauté de ça, être ensemble, être une famille. J'ai l'impression que je vais les rendre tristes pour le restant de leurs jours, c'est affreux. C'est fou, c'était une merveilleuse famille, quoi, qu'on a fait. Donc c'est dommage de tout casser là-dedans, quoi. J'avais tellement pas rêvé ça pour eux, pour nous. Oh, qu'il est beau, ça. Non, mais c'est trop beau. Pardon, mais c'est mon téléphone insiste, là, faut que je réponde. C'est peut-être l'école. Pardon. Allô? Allô? Oh, pardon. Oui. Pardon. Allô? Ah, bonjour. Non, je peux pas vous répondre, là, je suis en rendez-vous. Oh non, putain. Oh non, mais moi, je suis en rendez-vous et Philippe est pas à la maison. Oh, je suis désolée. Bien. C'est l'heure, Philippe. D'accord. Merci, hein, À la semaine prochaine. Alors, ouais. Oh, putain de chien que je hais. Pardon? Mais ce chien que je hais avec sa gueule de dépressive, là. C'est son chien, là, il s'est enfui de la maison, c'est des voisins qui l'ont récupéré. Lady, là, le basset hound. Vous voyez? Vous voyez pas? Non, non, non. C'est le chien de TéléZ, là, Colombo, là. 45 kilos de chien en lit, là. C'est ça, pour l'instant. Et puis,
Elle chie dans le jardin, faut carrément aller déminer pour que les gosses puissent faire de la balançoire. Je dois avoir une pièce de 2 quelque part. Ah, Voilà, 5, voilà, 6. Ouais, voilà, 6. Elle bouffe tout dans les poubelles, après elle vomit dans mon dressing sur mes bottes Isabelle Marant. 7, 8, 9 et 10. Voilà. Mais le pire, mais si vous saviez, elle pue. Mais elle pue tellement. L'autre fois, il y a un petit garçon qui est venu jouer chez moi. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, tiens, c'est marrant. Ça sent comme chez Papy Jean-Claude. Bien. On arrête là pour aujourd'hui. Au revoir. À la semaine prochaine. Bon, déjà, ça fait plaisir de les revoir. Ça donne envie de revoir le film. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de particulier sur cette scène? Alors sur cette séquence, en fait, dans le scénario, initialement, il y avait écrit séquence psy chez Roman, séquence psy chez Philippe. Voilà. Après, j'ai reçu les images. Et là, j'avais quantité foisonnante de rush et un premier montage de 20 minutes de chaque côté de chaque séance de psy. Et là, on s'est dit, ça va pas être possible de faire 40 minutes de séquence de psy. Enfin, on peut pas commencer au bout de 40 minutes un film. Voilà. Donc, et voilà. Et c'était écrit surtout un, puis l'autre. Et on s'est dit, ça va pas être possible. Donc, on va essayer de qu'est-ce qu'on veut raconter. Parce que c'est les séquences d'ouverture. Si on part sur 40 minutes, on va noyer tout le monde. Parce que la séquence de psy, on avait tout. En plus, ils sont très très forts en improvisation, donc vraiment il y avait beaucoup de choses. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut raconter à ce moment-là? Comme c'est l'ouverture du film, il y a une petite séquence pré-générique, mais en tout cas ça c'est l'ouverture. Faut quand même poser les bases. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de séparation. Ils se séparent, mais ils ont un projet de maison. Enfin voilà, la problématique des enfants. Donc voilà, très vite on s'est dit, ça serait marrant de faire un ping-pong entre les deux, puisque de toute manière, le film raconte chacun de leur côté comment ils envisagent voilà, cette séparation. Et du coup, on a commencé, alors je dis ça parce que généralement on dit que le montage ne fait que couper, donc on ne fait pas que couper, on coupe beaucoup certes, mais on essaie quand même de construire quelque chose. C'est-à-dire que quand on fait les coupes, on essaye de les penser. En tout cas, là, ça a été pensé comme un échange entre les deux. Ils ne sont pas au même endroit, mais en tout cas, ils se répondent l'un l'autre. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a fait des versions où on réduit, mais on est encore à 30 minutes. Puis on fait des versions où on a 20 minutes. Puis on a des versions où on a 10 minutes. Et puis finalement, on se retrouve à la finale avec 3 minutes. Voilà. Et l'enjeu du truc aussi, c'est qu'en fait, on pose des bases, on va dire, un peu dramatiques. Enfin, ça commence, c'est une séparation, donc c'est pas évident. Et après, il fallait trouver le switch pour que ça devienne de la comédie, puisque c'est faire la balance sur la comédie avec le chien. Et là, c'est pareil, je vous passe toutes les anecdotes qu'il y a eu sur le chien. Roman avait beaucoup elle n'aime pas beaucoup ce chien, Roman. Mais voilà, du coup, il y avait beaucoup de choses. Et ce qui nous faisait marrer, c'était l'attitude de Roman qui dramatise tout chez le psy, et Philippe qui est complètement avec ses sous à compter. Enfin, ça faisait mourir de rire. Donc voilà, mais du coup, c'était trouver un petit lien pour faire basculer le film qui commence un peu sérieusement, un peu, on se dit oh là là, c'est une histoire de couple, et du coup on a utilisé cette petite image d'archive où ils sont tous les quatre. C'est le seul endroit où on a mis une image d'archive, mais on s'était dit que ça pouvait faire un petit lien pour. On a cherché, on a essayé sans, on a essayé avec, on a essayé beaucoup après c'était trop, mais voilà, en fait ça paraît de rien, mais on a mis très longtemps à trouver ce début. Puisque c'est pas toutes les versions convenaient pas forcément, et il fallait vraiment trouver la phrase, le petit moment, enfin, quand je vois les interventions de Philippe, quand par exemple il parle de la petite banquise, ça faisait suite à des blabla. Enfin, c'était pas du tout lié, à ce qu'il racontait forcément avec avant, mais du coup c'est ce que j'aime dans les rushs, c'est trouver les petits moments où. Enfin, là, moi, je le trouve particulièrement touchant sur tous ces petits moments où il est triste et voilà, en plus. Enfin, non, mais pas triste, mais
Enfin voilà, faire attention à ces petits moments. Voilà, Et en plus, cette séquence, ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle pose vraiment le film. Oui, c'est ça. C'est qu'en C'est-à-dire fait, c'est une sorte de je t'aime moi non plus, c'est ça. ni avec toi ni Ni avec sans toi ni sans toi. toi. Et c'est un peu comme ça sur tout le film. Mais vraiment, cette séquence, on s'est dit, tiens, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. On avait déjà une idée de faire un peu ping-pong. Alors après, c'est peut-être systématique, mais c'est la grammaire du film. En tout cas, on s'est dit, voilà, c'est l'un l'autre. Ils se répondent forcément tout le temps dans des situations improbables et évidemment un peu jouées. Mais voilà, c'était super de trouver ce début-là. Et comme en plus, c'est un film sur le partage des enfants, mais c'est vrai que là, ils se partagent l'écran, quoi. Ils se partagent l'écran, exactement. Des questions peut-être par rapport à ça, monsieur? On vous amène un micro, c'est mieux parce que comme on filme en même temps, ça sera bien d'entendre votre voix, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci. La séquence du flashback où on voit la famille 15 ans avant, ça a été prévu quand même dans le scénario. C'était filmé déjà. Pas du tout. Alors ça a été créé après? Non, ça n'a pas été créé, c'est qu'on a cherché et on s'est dit qu'est-ce qui pourrait faire lien. Roman a dit j'ai des vidéos de famille, on a regardé, après on s'est dit non, on va pas mettre ça, pourquoi on mettrait ça, enfin, on s'est dit est-ce qu'on peut... est-ce que c'est de l'ordre de l'intime, est-ce que c'est légitime de le mettre dans le film, et justement, comme c'est le seul moment qu'on a utilisé d'archives, parce que vraiment on avait essayé, on a plein d'autres séquences où on avait essayé des flashbacks mais après ça devenait oh là là, ça n'allait pas. Donc voilà. Une question complémentaire, est-ce qu'il arrive qu'au cours du montage on se dise il manque une scène et il faut la refaire, il faut la faire? Alors oui, ça arrive. Ça arrive quand on réécrit le film, par exemple. Ça tombe bien parce qu'on a une séquence de Tollard où justement on a réécrit le film. Mais c'est pas qu'il manque des séquences, c'est juste que au moment où elles ont été tournées, elles ont été pensées dans un certain sens. Et des fois, au montage, cette même séquence, finalement, on aurait besoin. Où on se dit, tiens... finalement, si on avait plus orienté vers ça, ça nous aurait peut-être aidé à faire la liaison. Parce qu'en fait, le montage, c'est une succession de séquences, mais il faut quand même articuler tous ces enchaînements. En fait, c'est ça qui est compliqué. Sinon, c'est un enchaînement de scénettes. Même s'il y a la trame narrative, même si c'est écrit, que c'est pensé par le réalisateur, c'est évidemment tout ça. Mais c'est trouver les bons enchaînements, les bons... Voilà. Et des fois, c'est vrai que des séquences... manquante, quand elle manque, de toute manière, on ne va pas remettre en branle-bas de combat tout un tournage pour, pour retourner, sauf s'il y a beaucoup de sous, mais voilà, ça n'est pas arrivé. Donc, non, sinon... Mais par exemple, sur L'amour flou, il y avait... je suis désolée de recesser avec L'amour flou, mais c'est vrai que c'était un exercice tellement particulier au montage. Il y a plein de séquences qui ont été complètement... inventé parce qu'on avait besoin de temps, parce qu'on avait besoin de les enchaînements de séquences, justement, à la fin, c'était beaucoup d'enchaînements de séquences, donc on avait besoin de temps de respiration. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a comme image? Qu'est-ce qu'on peut créer? Des temps, quand elle fume sur la terrasse, voilà, du coup, voilà, on essaye de trouver une solution au montage. Voilà. C'est là où on peut parler de matière filmique, oui, c'est-à-dire c'est que ça. tout à coup, des images qui n'ont rien à voir avec, qui sont censées ne rien avoir avec le récit, deviennent intéressantes à intégrer pour justement renforcer si ce n'est renforcer le récit, du moins le rendre fluide et vraiment trouver le film, quoi, comme on dit. Ben oui, et même quand je vous disais au début, quand on dérush et qu'on repère des petits moments de silence, des petits moments de début, à un moment, on se dit, tiens, en fait, on avait ça, on n'a pas utilisé ça, est-ce qu'on ferait pas... on créerait pas une fin de séquence qui n'avait pas été écrite en recréant du temps. Enfin, c'est un vrai casse-tête chinois. C'est un vrai travail de recréation. Alors après, on n'est pas tout seul. Je tiens à préciser que. Mais absolument. Mais oui, complètement. Si ce n'est de recréation, souvent tout le monde le dit, de réécriture. Oui, et puis souvent, ce qui marche, par exemple, dans les séquences, c'est assez paradoxal. Moi, des fois, je lis des séquences, je trouve ça super sur papier, super dans les rushs, et puis pas super au montage. Donc, du coup, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
pourquoi l'écriture ça marche bien, pourquoi au tournage ça marche bien, qu'est-ce qui fait qu'au montage ça marche moins bien. Alors, parce qu'après des fois c'est des durées, des fois les séquences sont très bien écrites, mais dans le rythme du film, peut-être que c'est trop long à ce moment-là, on n'a pas envie d'avoir autant de temps, donc on réécrit à l'intérieur même des séquences, on allège le texte ou on inverse des phrases, enfin c'est vraiment se poser toutes les questions, parce qu'en fait le film, comme il évolue au fur et à mesure du montage, du coup tout ce qui est écrit, ça se retravaille à chaque fois. Je sais pas. On enchaîne, parce que le temps passe, pardon. Qu'est-ce que Tu as voulu montrer la séquence de danse, mais là, je trouve que ça serait plus approprié de passer sur la taularde, parce qu'on est en plein justement sur une création de séquence. Une création de séquence à partir d'éléments qui ne sont pas de qui cette pas même prévu, séquence. Voilà. Pas du tout. Je suis dégoûtée là. Moi, je m'étais inscrite à l'atelier pâte à sel, tu vois. Ouais. Je voulais finir les cadeaux pour mes enfants. C'est con, ils me mettent à l'atelier capote. Ta gueule, plancher. Bon, Linda, vous inquiétez pas, on vous inscrira à la pâte à sel. Il y a un atelier dans 15 jours. Mademoiselle Bellage, c'est vous qui ramassez tout ça, hein, c'est pas moi. Ça va, tranquille, il y a le temps là. Madame Leroy, excusez-moi, moi aussi j'aimerais bien terminer plus tôt, mais c'est pas possible, alors il faut se mettre au travail, s'il vous plaît. Mais je vous rappelle que j'ai pas de contrat de travail, donc je suis pas obligée de faire ça, je fais ce que je veux. Alors j'ai rien à dire. Ah bah non, moi j'ai rien à dire, hein, du moment que ça me tombe dessus, ça me gère. Pourquoi vous êtes payé à la pièce, et puis 2 pour le quart d'heure syndical, il faut voir avec la direction, parce que moi j'ai aucun pouvoir, hein, donc... Surveillante, il y a Linda qui se sent pas bien là. Sérieux ? Ça va Linda ? Non, ça va pas du tout. Oula, Dis-moi, ça va. le bureau des surveillantes pour l'atelier, s'il vous plaît. Putain de signal qui passe pas aux ateliers. Vous pouvez marcher, là ? Le bureau des surveillantes pour l'atelier, vous me recevez ? La France. Bon, mesdames, respirez bien. Je vous fais confiance pour rester tranquille. Oui, maintenant. C'est Anita, la chef d'atelier, qui va assurer la surveillance jusqu'à mon retour. Je vous fais confiance, hein ? On y va, Anita. Allez, restez tranquille, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que c'est... Ok, les filles, fin d'atelier. Tout le monde peut sortir. Viens, je t'explique. Allez, les filles. Je reste pas ici. Qu'est-ce qui se passe là? Samira a appris que Martha tué ses 2 enfants. Non mais n'importe quoi, elle fait sauter des trains. Elle a menti. Viens. Mets-la sur le dos. Mets-la sur le dos là. Vas-y. Glorieuse Sainte Anne, patronne des familles chrétiennes, je te présente mon enfant. Je sais que je l'ai reçu de Dieu et qu'il lui appartient. Si je te prie de m'obtenir la grâce de me soumettre toujours avec lui à la divine providence. Je compte, bonne mère, tu m'aideras à me procurer ce qui est nécessaire pour lui obtenir une existence digne. Un problème dans le cœur de mon enfant. Dans le cœur de mon enfant. Une grande horreur du péché. Désolée pour la... Immense Sophie Marceau dans ce film, Oui. qu'on avait là aussi eu la chance de découvrir lors d'une soirée d'ouverture ici. Alors, cette scène. En fait, je voulais montrer pour la séquence de fin où Sophie Marceau pleure. Parce qu'en fait, si dans le scénario, cette séquence contre le mur, en fait, elle n'était pas du tout prévue ici. C'était pour un autre moment dans le film où elle pleurait pour d'autres raisons. Parce que, voilà. Et le off que vous entendez, c'est-à-dire la voix off qu'on entend de la prière, en fait, c'était une vraie séquence qui était écrite. C'est une vraie séquence qui a été tournée avec Suzanne Clément et Sophie Marceau, où elle pleure aussi dans la chambre. Mais on voyait vraiment, c'était vraiment une vraie séquence.
Donc on avait essayé à la vraie séquence, mais c'est vrai que dans la continuité du film, parce que là on vous montre des extraits, c'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi on fait des choix à ce moment-là, parce que quand même le montage c'est un ensemble, donc des fois on se dit tiens on serait peut-être resté plus longtemps, mais c'est une continuité. Donc là j'explique juste le fait que dans le film on avait beaucoup de moments où Sophie était... Enfin Sophie, excusez-moi de l'appeler comme ça, je ne la connais pas, mais voilà. Non, voilà, exactement. Non, mais il y avait une succession de moments où elle pleurait, où on faisait des espèces de... Enfin, du coup, il y avait un peu trop de... Pas de complaisance, mais ça faisait trop, on n'était pas très contents. Et on s'est dit à un moment, mais pourquoi pas mixer ces deux séquences et en créer une nouvelle qu'on ne connaît pas. Et du coup, d'entremêler les voix de Sophie et de Suzanne, la prière, enfin... Ça nous a paru juste à ce moment-là, et d'ailleurs, je la trouve tellement bien cette séquence sur le mur. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... on a mis du temps aussi à trouver. C'est ça qui est fou au montage, c'est qu'on passe des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, et puis tout d'un coup, on a une idée. Alors, on se dit pourquoi on l'a pas eu 3 semaines avant, ça nous aurait quand même aidé plus vite, mais je pense que c'est le fait de regarder, réfléchir. Parce que un film, quand on travaille dessus, c'est... Quand on rentre avec, la nuit, on réfléchit à comment on monte. Enfin, des fois, c'est fou. C'est intense, quoi. Donc, voilà. Mais du coup, il y a un déclic à un moment et on se dit, tiens, essayons ça. Enfin, c'est aussi ça, le montage. C'est-à-dire que se dire, comment peut-on raconter cette intention-là, de trouble, de prière, différemment qu'avec l'image qu'on avait initialement prévu. Et en plus, surtout, c'était une image à l'intérieur c'est ça aussi que c'était quand elle pleurait, qu'elle faisait la prière, c'était à l'intérieur de la cellule. Et on est beaucoup dans ce film en cellule, et l'extérieur fait quand même énormément de bien à ce moment-là. C'est une vraie respiration. C'est une vraie respiration, et justement, on n'avait pas de séquence en extérieur, et voilà. Et la séquence contre le mur, on l'avait un peu oubliée, c'est pour ça. Parce que là, ça paraît évident, on se dit, mais pourquoi elle n'avait pas posé avant ? Mais en fait, on l'avait un peu oubliée, on l'avait on l'avait pas retenu. La mort dans l'âme, parce que des fois, on fait au montage, on enlève des choses qu'on aime. Hein. C'est pas toujours. On fait pas ça toujours de gaieté de cœur. Hein. Il y a des séquences qu'on regrette, ou voilà. Mais bon, après, dans le cheminement du film, elles n'ont plus leur place, donc voilà. Du coup. En scène coupée. Tu dis des semaines et des semaines et des semaines, par exemple, sur la Taularde, c'est combien de semaines de montage ? On n'avait pas beaucoup de temps quand même, on avait, je crois, 12 semaines. Enfin, ça paraît beaucoup, mais c'est déjà, comme je vous expliquais, le temps des recherches, c'est du temps réel de visionnage. Donc déjà, le temps de voir tout ce qu'il y a dans les images, de les intégrer, et après de construire, reconstruire. Et c'est le fameux temps que je dis, quand on fait une première version de montage, moi, il me faut toujours un peu de temps pour, pas la digérer, mais pour assimiler qu'est-ce qu'on a voulu faire et pourquoi on l'a fait comme ça. Quand on fait une autre version de montage, qu'est-ce que cette version de montage apporte en plus ou en moins ? Parce que des fois, on fait des bêtises. Enfin, je veux dire, à force des fois de vouloir retravailler les séquences pour faire mieux, des fois, on fait mal, enfin moins bien. Mais c'est un très très bon exercice à l'inverse, puisque du coup on se dit en fait comme ça marchera pas, donc on l'a fait, ok, bon c'est nul, on refait, et puis voilà. Pomme Z. On montre une dernière séquence. Qu'est-ce qu'on choisit ? La chorégraphie ou l'amour flou again ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qui est le mieux ? On finit sur l'amour flou ? Moi, j'aime bien l'amour flou. On finit sur l'amour flou. Alors, on va vous montrer une nouvelle séquence. Séquence du sas. La séquence du sas de l'amour flou. Ah oui, mais ça a changé. Comme ça a changé. Oh, mais ça y est, ils ont fait l'espace pour les enfants, regarde. Oh, mais voilà, je comprends les plans, regarde. Ah oui, là, c'est la porte de ton appartement. Ouais, voilà. Oui, ok. Là, c'est ça en fait. Là, j'ai ma porte. Ouais. Et tout ça, c'est l'espace des enfants. À droite, ils ont maman. À gauche, ils ont papa. Oh, c'est trop beau. C'est bien. Non, mais ça marche trop bien. Oh. Bravo. Mais quelle idée de génie! C'est marrant parce que je le voyais plus petit, moi, le sas. Tu vois, quoi? Le sas, là, cet espace-là. Je le voyais plus petit. Comment t'appelles ça?
Bah, un sas. Le sas. Tu vas pas appeler ça un sas? Bah, je sais pas comment t'appelles ça. Bah, un couloir, hein. Enfin, excuse-moi, un couloir, c'est un endroit où tu fais un pas. Pour aller d'un endroit à un autre, ça s'appelle un sas. Tu vois, j'ai fait ça, hop, ça y est, c'est pas un couloir. Un couloir, tu coules. Là, on coule pas, Enfin, on s'en fout, de toute façon, appelle ça comme tu veux, un couloir, un sas. On s'en fout pas, c'est dégueulasse comme mot, un sas. Tu peux pas dire à tes enfants qu'ils habitent dans un sas, c'est un couloir, c'est... C'est dingue que tu me prennes la tête avec des trucs pareils. Tu sais quoi, ce mur, il vient dire ça. Il vient dire on n'est plus ensemble, donc tu t'occupes pas de mon vocabulaire, tu t'occupes pas de mes cheveux, tu t'occupes de mes dents, voilà, tu t'occupes des enfants et moi aussi, Attends, ok? tu veux que je te trouve la définition du sas? Tu veux Non, que je te ça dise va, ouais. Attends, je cherche. Oui, oh non, mais tu vas pas me dire la définition du sas, c'est dingue, c'est dingue. Sas. Compartiment fermé par des portes étanches, permettant le passage entre un milieu clos et l'extérieur, en particulier dans un sous-marin, un vaisseau spatial, un laboratoire bactériologique. C'est sympa comme mot? C'est ignoble, c'est dégueulasse. Excuse-moi, c'est parce qu'ils savaient pas qu'il y a des appartements pour gens séparés. Sinon, ils auraient mis sas d'appartements séparés aussi, de gens séparés, j'en sais rien. Tu peux pas dire c'est beau, c'est joli, c'est émouvant, non. Un sas, c'est le sas, quoi. Eh, tu peux me laisser tranquille là maintenant? Chacun sa vie, ok? Chacun sa vie, allez, chacun sa vie. Tu sais ce que je crois? Non. Eh ben, il faut le remettre, le mur en béton. Parce que si t'es comme ça va jamais marcher. Bah d'accord, tu sais quoi, on n'a qu'à dire à Nicolas de le remettre, le mur. Puis on se fait passer les gosses par une espèce de chatière. Une enfantière. Voilà, il n'y a pas de question de ça, c'est pas de... Une enfantière. Oh, t'es chiant, merde. Ça, comment tu vas appeler ça? Quel bonheur. Donc ça, cette séquence, pourquoi Alors, tu voulais montrer cette séquence? Alors c'est un peu de séquence bonus parce que j'ai pas tellement de choses à raconter, enfin plein de choses, mais c'est surtout c'était la première fois que je rencontrais Romane et Philippe et que je montais un petit bout de séquence alors qu'il y avait zéro scénario au début. Enfin vraiment c'est quand moi on m'a appelé sur ce projet, on m'a dit oui Romane a une idée de film, mais il n'y a pas de scénario pour l'instant, mais il tourne. Ok, donc. Là, dans ta tête, tu te dis putain, il va falloir tout faire au montage. Waouh, ok. Donc, fort de tout ça, je dis très bien. Je lui dis mais quand même à un moment, j'aimerais bien voir un peu ce qui a été tourné quand même pour mesurer l'ampleur de la chose parce que voilà, c'est un peu une inconnue. Et donc j'arrive à la salle de montage et puis elle me montre les images du SAS. Quand même, vous voyez, c'est quand même assez, enfin, c'est quand même écrit, mais voilà, c'était pas totalement. Je me suis dit, c'est pas totalement n'importe quoi. Ça va, il y a en termes de jeu, de comédie, on va s'en sortir et voilà. Même si j'ai eu le droit à toute la visite de l'appartement, des commentaires de Romane et Philippe, qui commentaient chaque pièce. Donc voilà, là aussi, c'était très drôle parce que comme il n'y avait aucune idée de ce qui allait être fait après, donc ils avaient tourné le maximum de choses en disant plein de choses, et dont le SAS, ça leur est arrivé, de parler du SAS, et du coup à ce moment-là, on s'est dit quand même, voilà, on tient quelque chose, il va falloir quand même qu'ils écrivent un moment quand même un scénario pour qu'on puisse voilà, mais en fait ce que je veux dire c'est que du coup et j'ai visionné aussi tout ce qu'ils avaient tourné en plus, alors il y a des choses voilà, mais justement ce qui est intéressant c'est que même en n'ayant pas d'écrit de scénario, il y avait quand même la base d'un film. La base d'un film, exactement. Merci Patrick. Et voilà. Et du coup, ce qui était plutôt rigolo, c'est que donc la première partie du film qui se situe dans l'ancienne maison, tout avait été tourné vraiment sans scénario, sans rien. C'est après coup, quand il y a eu la pause des travaux de leur vrai nouvel appartement, qu'on s'est dit quand même à un moment il faut quand même écrire quelque chose parce qu'on peut pas enfin il faut quand même avoir une ligne directive, et du coup la deuxième partie du tournage a été plus structurée, mais surtout elle a été pensée en fonction de tout ce qui avait tourné. C'est là où ils ont été très malins, nos amis, c'est qu'on a essayé de rattacher ils ont essayé de rattacher tout ce qu'ils avaient tourné pour en faire une histoire.
Mais donc, en quelque sorte, le montage a participé à la création du film avant. Alors oui, je pense sincèrement que pour le coup, là, c'était un vrai gros travail de montage. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'ai adoré travailler sur le film. Enfin, les autres aussi, mais là, en termes de structure et de travail de montage, oui, parce que c'était compliqué en plus de faire la première partie qui a plus l'air, comment dire, d'un documentaire sur Roman et Philippe, enfin, malgré qu'il y ait la fiction, malgré qu'il y ait de la comédie, voilà. Et après, de relier avec la partie qui est quand même plus tournée, plus écrite, enfin, pas plus structurée, mais plus écrite. Et justement, on a eu à un moment, il y avait quand même une succession à la fin pas de fin, mais de plein de scènes. Et on s'est dit, oh là, ça fait vraiment une espèce de déséquilibre entre la première et deuxième partie. Enfin, là, j'espère que ça ne se sent pas trop, mais en tout cas, il fallait vraiment faire attention justement aux articulations et voilà. Et par exemple, l'anecdote de la fin du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, ils sont sur un banc et ils discutent du couple. En fait, j'avais 20 minutes de plus derrière de film, en vrai. Donc, j'avais une pendaison crémaillère, j'avais la séquence de Clémentine Autain qui arrivait à la toute fin. Enfin, vraiment, tout a été... Maintenant, ça nous paraît évident que c'est la fin du film, mais pendant longtemps, il y avait encore 20 minutes de film derrière. Il y a même des personnages qui ont disparu. Enfin, je sais qu'il y a le personnage de Céline Salette, notamment. Oui, vous vous rendez compte. Sacrifier Céline Salette au montage, franchement. Quand même. Non, en fait, c'était un personnage. Alors, il faut savoir que c'est aussi une très très bonne amie de Romane, et du coup, elle avait créé un personnage nous on appelait la fée. C'était un personnage qu'elle voyait que elle, enfin qui lui apparaissait dans les moments de doute, dans les moments de solitude, et il y avait un petit côté un peu foufou de ses apparitions, mais dans le film, comme c'est pas construit comme ça, c'est construit comme un vrai ping-pong. Du coup, ça n'avait pas sa place et on a fini par couper Céline Salette. Je suis très désolée. Voilà, et là, c'est moi qui, hélas, vais finir par couper parce qu'il est 10h27 et si vous voulez aller à la projection. Merci beaucoup, Céline. Merci, Patrick. Pour tous ces éclaircissements sur ton métier, le métier de monteuse, qui est vraiment, voilà, que vous l'avez compris, un métier important dans la création d'un film. Merci à vous d'être venus et maintenant, bonne projection.